Une œuvre, bonjour à tous, avec aujourd'hui une émission consacrée à Sergueï Prokofiev. Voici un homme qui ne supportait pas qu'on arrive en retard, mais qui ne supportait pas non plus qu'on arrive en avance. Il n'aimait pas qu'on puisse mettre à mal la rigoureuse organisation de sa vie parce que sa vie était tendue vers un seul but ou presque, et ce but était de composer de la musique. Tout au long de sa vie, l'équation personnelle de Prokofiev a donc été de dégager assez de liberté pour pouvoir composer comme il l'entendait et aussi pour pouvoir jouer sa musique dans des milieux qui ne la comprenaient pas toujours ou qui faisaient exprès de mal la comprendre. La vie de Prokofiev est un voyage à la recherche de cette reconnaissance qui lui permettrait de travailler comme il l'entend. Ce voyage commence en Russie pour se terminer en URSS, avec entre-temps l'expérience des États-Unis et 16 années en Europe. C'est ce parcours que nous vous proposons de refaire aujourd'hui en émaillant toutes ces étapes de nombreux extraits de l'œuvre de Prokofiev, l'œuvre musicale bien entendu, mais aussi un peu l'œuvre écrite parce que Prokofiev tenait un journal, il rédigeait également des contes, tout cela étant pour partie seulement publié en français. Une partie qui nous donne à voir un autre aspect de la personnalité de Prokofiev, un peu moins métronomique, un peu plus en nuances. Les frontières de Prokofiev, un documentaire de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Ça, c'est la loge du violon solo. Tout à fait, j'ai une loge pour me préparer, pour m'accorder, travailler un peu avant, me mettre à l'aise, me changer, tout ça, quoi. Alors, je voulais parler un peu avec vous de Prokofiev. Est-ce que vous pouvez me raconter, ou plutôt raconter aux auditeurs qui n'étaient pas là ce soir au Théâtre des Champs-Élysées, qu'est-ce que c'est que cette symphonie que vous avez jouée ce soir de Prokofiev ? Alors, la symphonie classique, c'est un hommage que Prokofiev a fait à Haydn, Mozart, mais surtout particulièrement à Haydn. Et c'est une symphonie assez courte qui dure 12 minutes, je pense, qui est très, très, très vivante et qui est géniale à interpréter, à jouer en concert parce qu'elle est très motivante. Mais ce qui est difficile, c'est justement de rendre hommage et à Prokofiev et aux compositeurs classiques. C'est difficile à travailler parce que, par exemple, Prokofiev, comme dans le premier concerto pour violon ou dans les sonates, pour les violons 1 en particulier, c'est vraiment tout le temps dans l'aigu. Et pour la justesse, quand on est 8 ou 10, c'est très très difficile, mais même tout seul, dans le concerto numéro 1, c'est très difficile ça pour les violons. Les premiers violons, dans le premier mouvement, on est tout seul dans l'aigu, avec le basson qui a des croches, pop, 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 pop. Et nous, on est tout seul dans l'aigu. Oui. Da. Tu fais da. 2 secondes. Vino. Alors tu fais quoi ? Le début, le tout début, tellement vivant. Le début du final, évidemment. On est au moment du démontage. C'est le plein démontage, c'est la vaisselle après le grand repas, après un grand dîner. Alors justement, l'entrée de ce grand dîner ce soir, c'était Prokofiev. C'était Prokofiev, c'est une musique extraordinaire parce que Prokofiev était un compositeur qui ne voulait copier personne, ressembler à personne, qui avait une très forte double personnalité. Quand il était à l'Est invité comme star, avant qu'il réémigre dans son pays d'origine, il avait en fait un comportement d'américain ou de gentleman très chic, très habillé, assez arrogant, il faisait pas de cadeaux à ses musiciens autour de lui. C'était aussi quelqu'un qui avait un certain humour, mais pas forcément avec lui. C'est ce qu'on m'a raconté, pas sur lui-même. Donc, par contre, paraît-il qu'il aurait, des fois quand il avait un musicien qu'il n'aimait pas, et qu'il a écrit quelque chose pour un opéra, par exemple, il a écrit des passages qui sont presque injouables. Ainsi, paraît-il, à la Philharmonie de Moscou, il avait écrit un passage pour le trompettiste où le trompettiste ne pouvait pas faire autrement que rater son truc.
c'était un peu son humour très cynique. Sper să ne mai auzim. Doresc mult succes, cum spune Sergiu, mult succes cu toate și Nu. C'est pas un homme de nationalité particulièrement, c'est un homme d'Est et de Ouest. C'est un homme qui, à l'Ouest, était quelqu'un de très attaché à ses traditions et à ses valeurs russes, qui était, quand il était à l'Ouest, il était aussi très marqué par sa culture profonde, de grande culture. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, qui avait une très vaste connaissance de beaucoup de choses, qui s'intéressait à tout, qui était, paraît-il, capable de se déplacer pour aller visiter une centrale électrique en construction, et qui était un gastronome averti, qui repérait tous les 3 étoiles au restaurant, qui faisait des tours gastronomiques en France quand il était en France. Donc c'est quelqu'un qui a un peu tous les côtés, donc il n'est pas national. Dans ce sens-là, il n'est pas national, il n'a pas une écriture, c'est pas une inspiration purement nationale. Il s'inspire et prend des thèmes qui sont dans le folklore. C'est très imagé comme musique, c'est plein de contes et de culture populaire russe dedans. Pour moi, il y a certains moments, il est comparable à un Chagall. En fait, il y a toujours tous ces personnages dans une même œuvre qui sont réunis. Franz Lemaire, on dit toujours il y a 3 grandes périodes dans la vie de Sergueï Prokofiev. Lesquelles sont-elles ? Absolument. Il y en a même 4. Il y en a en réfléchissant à notre sujet. Donc, la première, c'est évidemment la période russe tsariste, qui va jusque le printemps 1918, quand il décide donc de quitter l'Union soviétique. La seconde, c'est évidemment la période d'émigration qui dure 18 ans. Et qui, de 1918 à 1936, avec certains retours, mais nous aurons l'occasion sans doute d'en reparler. La troisième, l'époque soviétique, qui dure 17 ans, de 1936 à 1953. Et je dis une quatrième, c'est parce que, un peu avant sa mort, il a dicté à Mira Mendelssohn un catalogue, où il a mis à jour son catalogue, en dictant un certain nombre d'œuvres qui sont en fait des œuvres posthumes ou des œuvres non réalisées. Donc, la première période, la période tsariste, va de l'opus 1 à l'opus 21, puis l'on va de 22 à 64, Roméo et Juliette, qui a encore été composé à Paris, donc la période d'émigration, et puis de l'opus 65, on va à l'opus 131, qui est la 7e symphonie. Mais dans son catalogue, on continue jusqu'à 138. Et il y a là-dedans des œuvres inachevées. Comme certaines de ces œuvres ont été complétées et sont jouées, il y a en quelque sorte une petite 4e période posthume, si vous voulez. On l'a accusé de tout, hein. On l'a accusé d'être trop novateur, puis on l'a accusé d'être trop conformiste. Claude Samuel. Ce qui est étonnant quand même, c'est que le jeune Prokofiev a été considéré comme un casseur de vitres. Et puis avec l'évolution des choses, on s'aperçoit que c'était un modernisme... je dirais pas de façade, ça serait pas très bien de dire ça, mais c'était pas une remise en question du langage musical, je dirais. Quand on voit à la même époque, avant lui bien sûr Debussy, mais à la même époque l'école de Vienne ou même Bartók, l'évolution du langage musical de Prokofiev a été sur certains points peut-être, le problème du rythme par exemple, mais autrement il n'y a pas une remise en cause du développement musical, notamment dans toute la période soviétique. Bon, c'est vrai, on peut dire aussi qu'il y a certaines œuvres, comme la 5e symphonie, ou des œuvres très célèbres, sont des œuvres très académiques, très académiques. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi il est devenu comme ça, très académique ? Est-ce que c'est sur l'influence de la musique soviétique, de ce retour en Russie, ou est-ce que c'est une évolution normale du personnage ? Par exemple, la suite pour violoncelle, c'est tout à fait une suite de Bach. Et ça, on n'attend tout de même pas tout à fait de Prokofiev. Donc il y a une espèce de sérénité et de retour à l'essentiel. Il y a vraiment 2 Prokofiev pour moi. Celui, Frédéric Doria-Nicolas. Justement, les 3 sonates de guerre, du pas d'acier, des choses de suggestion diabolique, etc. Que vous qualifieriez comment ? De vraiment néoclassique, mais une musique plus, j'allais dire, plus agressive. Et à côté de ça, il y a des choses extrêmement poétiques comme Cendrillon, comme certains passages de Roméo et Juliette aussi, qui sont, j'allais dire, vraiment des choses très
très subtil, très sucré. Voilà, moi j'affectionne plus ce Prokofiev-là que l'autre. Dans ma jeunesse, c'était l'inverse. Maintenant, aujourd'hui, je reviendrai peut-être vers le premier par la suite. Si on veut porter un jugement global sur la musique de Prokofiev, toute période confondue d'ailleurs, et qui en fait vraiment un grand compositeur, c'est la signature de ses œuvres. Quand on entend 3 minutes de Prokofiev, quelles que soient les périodes, on se dit c'est du Prokofiev. Il n'y a pas tellement de compositeurs dont on puisse dire ça. Il y a beaucoup d'œuvres que vous prenez par hasard, vous écoutez une retransmission radiophonique, vous dites de qui c'est. Eh ben, c'est peut-être un tel ou un tel. Et puis, il y a des compositeurs pour lesquels vous n'avez pas de doute. Alors, bien sûr, Beethoven, Mozart, évidemment. Mais, parmi les contemporains, Ravel, je pense, Debussy aussi, et Prokofiev, ça c'est clair. Mais il y en a beaucoup d'autres, vous savez pas. Donc, la signature de Prokofiev, son style, la façon d'aborder la musique. Pourquoi ? Je pense qu'il y a 2 bonnes raisons à ça, et il a formé son style à partir de ces éléments tout de suite. C'est la rythmique, donc la rythmique très régulière, c'est-à-dire que ce que Messiaen appelait le contrat du rythme, parce que pour Messiaen, ce qui est rythmique, c'est ce qui est ce qui n'est pas régulier, c'est l'irrégularité rythmique. Bon, pour Prokofiev, c'était des rythmes réguliers, marche militaire, je dirais presque. Bien. Et puis l'autre aspect qu'on a dès le début avec Prokofiev, c'est un don mélodique tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, c'est une chose qui le passionnait beaucoup, c'est combien est-ce qu'on peut inventer de mélodies dans le monde. C'est inépuisable. On peut inventer énormément de mélodies et sa musique est fondée quand même sur une invention mélodique permanente. C'est pour ça aussi qu'il a été un peu en contradiction pendant tout ce siècle avec beaucoup d'avant-garde pour lesquelles la mélodie était une facilité. Alors Claude Samuel, on peut remonter maintenant de manière un peu plus biographique dans la vie de Prokofiev, qui naît donc en 1891 dans une famille qu'on pourrait qualifier plutôt de bourgeoise, plutôt aisée. Oui, terrienne. Son père était dans une propriété, il s'occupait un peu d'agriculture, et sa mère aimait bien la musique, donc elle a très bien compris très vite que ce fils avait des dons, et donc elle l'a emmené immédiatement à Saint-Pétersbourg, où il a étudié la musique. Parce que ce qui frappe, c'est effectivement la précocité de Prokofiev, qui, à 5 ans, paraît-il, commençait à composer des opéras. Enfin, avec 3 doigts, j'imagine, sur le piano, mais il avait une grande imagination, donc il était très précoce, et aussi... lorsqu'il avait 16 ou 18 ans, il a été un immense pianiste tout de suite. Il avait une grande technique. Il faut dire qu'il était aussi servi par une très grande main. Donc, il lui permettait de jouer des œuvres avec des grands écarts, faire des sauts extraordinaires. Bon, physiquement, c'était quand même un peu un athlète. Et donc, la musique a une puissance dans les attaques. D'ailleurs, on se rend un peu compte de ça, parce qu'on a des enregistrements de Prokofiev. Pas beaucoup, mais on a un 3e concerto qu'il avait fait à Londres avant la guerre, qui montre la façon très violente et abrupte et rude avec laquelle il attaquait ses propres œuvres. Mais c'est quelqu'un qui percute beaucoup sur le piano. Oui. Alors, bien sûr, ça a été... On a dit, qu'est-ce qu'il est moderne, il percute. Alors, la percussion, ça renvoie au jazz, ça renvoie... Bon, ça c'est des images, évidemment. Mais enfin, c'est une musique de grand rythme. On peut dire un mot peut-être de Prokofiev interprète, parce qu'il a beaucoup joué. Oui, mais il a joué pour gagner sa vie.
C'est drôle d'ailleurs, parce que s'il y a un musicien auquel on peut le comparer, c'est Liszt. Car on sait que Liszt a fait une formidable carrière de pianiste et de virtuose international à son époque, lorsqu'il était jeune. Et puis, on a les textes disant « Je suis lié à mon piano, je suis prisonnier de mon piano, c'est impossible. » Et un jour, il a dit « Moi, je veux plus jouer de piano. » Bon, et Prokofiev, c'est la même chose. Et quand il est revenu en Russie, s'il a décidé de rester en Russie, c'est parce qu'on lui dit « Un compositeur en Russie est nourri par le gouvernement, vous n'aurez plus besoin de jouer du piano, vous n'aurez plus besoin de faire des concerts. » Et ah bon, je suis délivré, etc. Et quand il était en Amérique, il avait beaucoup de succès dans cette courte période, mais parce qu'il jouait ses œuvres, mais il a fait un rejet à un moment donné de la carrière de pianiste. Qui est très exigeante et qui empêche de composer. Qui prend du temps, oui. Prokofiev interprète ici les contes de la vieille grand-mère qu'il a enregistrés en 1937 à Paris. Il va concourir comme pianiste, comme jeune pianiste, au concours Anton Rubinstein. C'est peut-être le premier concours de musique, puisqu'il a été créé en 1891 par Anton Rubinstein, concours de piano. Et lui se présente à ce concours donc en 1912 ou 13. Et il faut jouer un concerto, naturellement. Et il veut absolument jouer son propre concerto, son premier concerto. Il fait imprimer 20 partitions. Sa partition en 20 exemplaires pour le jury. Il distribue sa partition au jury et il joue son concerto, donc ce fameux concerto qui avait déjà fait scandale, et obtient tout de même de cette façon-là la médaille d'or, bien que Glazunov, furieux, ait quitté la salle. Donc ça sont vraiment les débuts sur la scène de Prokofiev. Comment vous le décririez, ce premier concerto? C'est une œuvre en un seul mouvement qui dure 17 minutes et qui est axée sur un seul thème. Aujourd'hui, elle nous paraît tout de même très logique, ce thème, et retravaillé, répété un grand nombre de fois. On ne voit pas très bien pourquoi ça a fait autant scandale. Mais enfin, en 1912, on se trouve juste entre Petrouchka et le Sacre du Printemps, donc il y a encore matière à des scandales beaucoup plus importants. À l'époque, donc, on le considérait comme un compositeur totalement moderne, insupportable, parce qu'on comprenait rien à sa musique, et on disait toujours, cette musique, c'est une musique de fausses notes, etc. D'ailleurs, une fois, il paraît c'est une anecdote, je sais pas si elle est vraie, on avait demandé à un fils Prokofiev, comment ton père écrit sa musique? Et il avait répondu, comme tout le monde, et après, il met des fausses notes. Bon. Alors, donc c'était le côté, il y a des fausses notes, c'est insupportable, et il lui a dit, et donc parce qu'il sait pas faire autre chose. C'est la même réflexion quand on a vu à l'époque des tableaux de Picasso, il sait pas dessiner. Donc il a dit, mais moi je peux composer comme Haydn. Donc il a fait la symphonie classique, c'était une fausse symphonie de Haydn, qui est très très jolie et très très réussie naturellement. C'était pour prouver qu'il était aussi capable de le faire. Mais il n'a pas pris de plaisir, vous croyez, à composer cette symphonie? Ça l'a beaucoup amusé. Moi, je pense qu'un grand artiste, il adore faire des pastiches. Il faut dire aussi que Prokofiev avait un côté très ludique. Beaucoup plus sûrement que Stravinsky, en tout cas que Shostakovich. C'était un côté ludique. Donc ça l'amusait beaucoup. Et puis comme il cherchait toujours un petit peu les nouvelles méthodes, il s'est dit, cette symphonie, je la compose sans piano, je l'imagine dans ma tête, je vais à la campagne et ça fera quelque chose de différent. Oui. Et c'est vrai que c'est très différent, c'est dans la suite de cette symphonie, et même dans tout le répertoire contemporain, parce qu'on se dit pas en l'écoutant c'est de la vieille musique, on dit c'est autre chose.
Claude Samuel. 1918, c'est la guerre, la révolution. Et là, Prokofiev, finalement, décide de plier bagage et puis on lui dit, eh bien, pas de problème, vous pouvez partir. C'est-à-dire qu'il l'a rencontré dans un des concerts qu'il a donné, je sais plus lequel, c'était en pleine révolution, il a rencontré un commissaire du peuple qui était venu assister à ce concert et qui lui a dit à la fin, on donne notre nouveau régime, on aime bien soutenir les artistes, etc. Et comme Prokofiev fait la moue, Lunacharsky ajoute « Mais si vous voulez partir, je ne m'y opposerai pas ». Immédiatement, Prokofiev saute sur l'occasion, demande un visa et au mois de mai 1918, prend le transsibérien jusqu'à Vladivostok. De là, il passe au Japon, il reste bloqué un certain temps et puis il passe donc en Amérique. Mais il aurait pu aller en France, il aurait pu aller en Angleterre. Oui. Pourquoi il a choisi l'Amérique? Il avait évidemment l'exemple de Rachmaninov, qui était déjà à ce moment-là en Amérique, parce que Rachmaninov lui a émigré à la Noël déjà en 1917. Est-ce que Prokofiev a été inspiré par cet exemple? C'est possible. Parce qu'il s'attend à un pays jeune, donc un pays qui va aimer la nouvelle musique, voilà. Et il trouve finalement des gens qui sont plus conservateurs et qui vont écouter plutôt Rachmaninov et qui à l'époque a beaucoup de succès aux États-Unis. Et lui, Prokofiev, finalement, en a beaucoup moins. Et les premiers articles, c'est « Ah voilà l'arrivée de la musique bolchevique ». Et le bilan de cette période américaine, c'est surtout l'amour des Trois Oranges, selon vous? Il y a d'autres choses, mais c'est ce qui va rester le plus, ce qui va être le plus important? Oui, bien sûr, c'est l'amour des Trois Oranges, qu'il avait commencé à composer avant, puisque je crois qu'il a composé une partie de l'amour des Trois Oranges sur le bateau quand il a quitté le Japon. Mais ça a été la propre tentation. Il a écrit différentes autres choses. Je crois qu'il a dû travailler au 3e concerto aussi, de la période américaine. Mais il trépignait en voyant tous ces concerts avec des orchestres magnifiques et on jouait pas ses propres œuvres. Il n'intéressait personne. Mais on peut dire pour terminer sur l'amour des Trois Oranges que sa particularité, peut-être par rapport aux autres opéras à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de grands airs entre de récitatifs. Ça, c'est quand même assez original. Bien sûr, c'est du théâtre. Il raconte une histoire. Il n'y a pas cette alternance d'airs et de récitatifs. Ce sont des flashs, des images, des scènes. C'est un récit. Laetitia Leguet, comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à Prokofiev? Mes tout premiers souvenirs de Prokofiev remontent à il y a bien longtemps, au concours Rostropovitch. Je me souviens, petite fille éblouie par ce chant du violoncelle, notamment dans la symphonie concertante qui commence après le pam 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 pam, puis le violoncelle qui part comme ça et voilà. Et puis plus tard, en fait, ce qui m'a touchée dans cette musique, je crois, c'est son énergie et son côté solaire. Si on voulait mettre en regard Shostakovich et Prokofiev, il y en a un qui est plus diurne et l'autre plus nocturne. Et voilà, cette énergie, cette vitalité, cet amour de la vie qu'on sent dans les œuvres de Prokofiev m'a tout de suite touchée, attirée. Alors il y a peut-être une différence entre la pudeur du personnage et puis le côté un peu extravagant de sa musique. Je trouve que le meilleur témoignage sur le personnage Prokofiev, l'homme Prokofiev, c'est son journal, qui a été édité en russe par la famille en 2002. Et ce journal
nous permet d'avoir une vision beaucoup plus nuancée de Prokofiev que ce qu'on en dit habituellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un homme sarcastique, agressif, très content de lui. Et on voit quelqu'un qui est traversé par des doutes, qui va mettre un certain temps à se forger sa propre philosophie intérieure. Il raconte notamment que pour lui, la lecture de Schopenhauer a été très importante, que c'est comme ça qu'il a réussi à trouver un équilibre. Il parle du mot équilibre, tout en ajoutant tout de suite que ce qui nous ramène à l'optimisme, à l'énergie et la vitalité de Prokofiev, il ne peut pas souscrire au pessimisme de Schopenhauer et que pour lui, le monde est joie. Et je trouve que ce terme de joie est très fort. Voilà, alors ça, c'est tout un côté de Prokofiev. Prokofiev plus vulnérable que ce qu'on en dit. Il parle aussi beaucoup de son trac quand il joue en concert. Et puis, on a toute une vision aussi du Prokofiev intellectuel. Parce que ça, on parle pas tellement de Prokofiev lecteur, Prokofiev en relation avec les écrivains de son temps. Et c'est très intéressant de voir comme il s'est intéressé aussi bien à des classiques comme Dostoïevski ou Tolstoï qui ont donné la matière à des opéras, qu'à des poètes contemporains comme Balmont, Akhmatova et d'autres. Vous voulez nous lire un extrait justement des traductions de ce journal ? Donc volontiers, je peux vous lire un petit morceau de décembre 1918. Prokofiev est à Chicago. Alors on le voit arriver en train et il évoque au jour le jour ses activités là-bas. Je suis descendu dans l'un des meilleurs hôtels en Barine, sensation agréable en comparaison de mes séjours antérieurs où je n'avais que 20 cents en poche. Mes fenêtres donnent sur le lac Michigan, mais il est caché, tantôt par le brouillard, tantôt par la fumée. Brouillard et fumée sont emblématiques de la ville. Il y a à l'hôtel un grand salon plongé dans la pénombre, de style ténébreux, romantique, avec des fauteuils profonds et des lampes aux abat-jours sombres. Il ferait bon converser avec une jeune femme rêveuse ou imaginer un assassinat crapuleux. Comment les Américains ont-ils pu avoir l'idée d'un endroit pareil ? 2 décembre. À 10h, répétition. D'abord, Alla et Loli. J'étais un tout petit peu inquiet quant à la façon dont je me ferais comprendre en anglais de l'orchestre, mais la majorité des termes italiens sont devenus internationaux, et puis je parle maintenant l'anglais tout à fait couramment. Il m'a juste manqué quelques termes simples, par exemple les mots pour mesure, vent, etc., mais un violoniste russe, assis au premier pupitre, me les a soufflés. J'ai commencé par la deuxième partie, comme à Petrograd, ce qui produit aussitôt un effet positif sur l'orchestre à cause des passages difficiles à réussir d'emblée. Les musiciens enragent contre eux-mêmes, ne souhaitent pas se couvrir de ridicule, on travaille d'arrache-pied. Frédéric Dorian-Nicolas. Ce qui fait la particularité de Prokofiev, ce sont des œuvres extrêmement difficiles, techniques, assez difficiles à lire, mais qui se montent extrêmement rapidement, parce que c'est toujours très pianistique, c'est toujours très précis. On se pose moins de questions face à une partition de Prokofiev qu'à une partition de Schubert ou de Schumann, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. Pas clair, mais voilà, évident. On peut pas, il n'y a pas de question de goût. C'est un caractère qui est très précis. C'est une musique qui est extrêmement ciselée. Et finalement, moi personnellement, j'ai beaucoup moins d'appréhension à interpréter Prokofiev qu'à interpréter par exemple un Schumann. On a l'impression qu'il pense quand même beaucoup à celui qui joue Prokofiev, peut-être que plus que d'autres. Mais parce que, tout d'abord, à part justement le 4e qu'il a écrit pour quelqu'un d'autre, mais il a écrit ses concertos pour lui-même. Donc, pour se mettre en valeur, ce n'était pas, hormis le 4e, ce n'était pas des commandes. Le premier, donc on a raconté l'anecdote du conservatoire, et le 2e et le 3e, il a énormément joué, il a beaucoup tourné avec ces concertos-là. Il y a même un enregistrement du 3e par lui-même, qui est fantastique d'ailleurs. C'était un de ses préférés peut-être ? Bon, le premier c'était une œuvre de jeunesse, mais il affectionnait énormément le 2e et le 3e. Il y a une lettre
extrêmement marrante, parce que il dit voilà, je me suis tellement emporté à l'écriture de ce 3e concerto que quand je me suis mis à le travailler, j'ai regretté d'avoir écrit quelque chose d'aussi dur. Donc voilà, ça rassure quelque part, parce que c'est vrai que quand on regarde la partition, on se dit mais c'est pas possible. Pour le piano tellement bien que c'est un bonheur. Il utilise vraiment toutes les possibilités de l'instrument, que ça soit des possibilités d'articulation, des percussions. Donc on a vraiment la sensation d'utiliser pleinement l'instrument, et derrière, chaque pupitre est utilisé de la même manière. Donc c'est... En avril 1920, Prokofiev quitte les USA déçu par son expérience de l'Amérique. Il se rend en Allemagne où il va passer 1 an dans le petit village d'Étal, village dans lequel il va composer son opéra L'Ange de Feu. Après quoi il rejoint Paris et c'est là qu'il va passer les 16 années suivantes de sa vie. Tous les matins, il faisait la gymnastique, il tournait autour des Invalides. C'était un homme extrêmement précis, Prokofiev. C'était un esprit mathématique, finalement, curieusement. Et il raconte que quand il faisait le tour des Invalides, il savait qu'il avait tant de pas à faire avant de revenir de l'autre côté. Bon. Et il était totalement minuté. C'était un homme qui avait une maladie d'exactitude. Et à un moment donné, il faisait son tour des Invalides et il savait qu'il allait commencer à avoir faim en arrivant à peu près. À ce moment-là. C'est des souvenirs notamment de Nabokov. Nabokov, qui a bien connu Prokofiev, évidemment, dans un livre de souvenirs, a beaucoup raconté ces anecdotes. Mais les attitudes de Prokofiev étaient proverbiales. Il ne supportait pas quelqu'un qui était en retard. Une année, il a fait un tour de France gastronomique, faut bien le dire, avec Nabokov et son épouse, sa première femme. Et il a eu une formidable scène de ménage, mais abominable. Il hurlait, il était très violent, parce qu'elle était arrivée 3 minutes en retard à un rendez-vous pour le chercher. Et en revanche, il voulait pas que les autres soient en avance, parce que j'ai cette anecdote aussi, parce que j'ai beaucoup parlé de Prokofiev ensuite avec mon ami Rostropovitch, naturellement. Et Rostropovitch me racontait qu'une fois, il avait rendez-vous avec Prokofiev, donc côté Russie, bien sûr. Et puis, il a été chez lui, il avait rendez-vous, mettons, à 10h du matin, il avait 10h moins 5, il a frappé, Prokofiev ouvre la porte, il a dit « Revenez dans 5 minutes ». Et il a claqué la porte. C'était quand même quelqu'un qui était un peu particulier dans ce temps. C'est quand même symptomatique d'une certaine rigidité. Oui, c'est vrai, mais aussi le côté un peu matérialiste des choses, et aussi le côté sarcastique des choses. C'était un homme, c'est pas le hasard s'il a écrit l'opéra Le Joueur, hein, d'après Dostoïevski. C'était un homme très très joueur. C'était d'abord un champion d'échecs. On a retrouvé des affiches de matchs d'échecs avec Oistrakh. J'avais trouvé cette affiche en russe d'ailleurs. Bon, mais il était un très très bon joueur d'échecs. Et alors, il allait en Touraine de temps en temps chez Poulenc, dans la maison de Poulenc, et ils avaient un certain nombre d'amis qui se réunissaient et ils jouaient au bridge. Et il aimait beaucoup ce milieu, il aimait les retrouver pour jouer au bridge, mais il aimait pas trop entendre leur musique. La musique française, ça l'intéressait vraiment pas du tout. Sauf peut-être Ravel. Voilà, c'est l'exception. C'est vrai que au moment de la mort de Ravel en 37, lorsqu'il est revenu en Russie, il a fait un très beau texte sur Ravel. Il avait un grand... C'est pas étonnant quand on connaît la musique de Ravel, le côté très très précis, très pointu de la musique de Ravel. Bon, c'est vraiment la même famille. En revanche, il a écrit des choses effrayantes sur Debussy, notamment c'est de la gélatine, c'est des choses abominables. Il comprenait absolument rien à Debussy. En fait, il n'avait jamais vraiment coupé les ponts avec l'URSS. Il a toujours laissé la porte ouverte parce que, par exemple, en Amérique, il donnait des récitals de piano à l'ambassade de Russie. Donc des manifestations officielles au service du régime, en un certain sens. Et il va retourner en 1929. Mais en 1929, il avait eu un accident de voiture. Il adorait les voitures, mais il les cassait énormément. Si bien qu'il a eu 3-4 voitures successivement. Et il s'est blessé à la main. Et il n'a pas pu faire les concerts. Et alors, pour
peut-être pour cette raison-là, il n'a pas du tout eu le même succès, nécessairement, et il en a gardé une certaine rancune, si bien que, alors il ne retourne plus jusque vers 1932. À ce moment-là, l'Union soviétique lui fait une sorte de pont d'or, met un appartement à ses dispositions, une voiture avec un chauffeur, etc. Bref, se met à le flatter, et à partir même de 1934, lui passe des commandes. Il y a des œuvres, donc Les Nuits égyptiennes, Le Lieutenant Kijé, la musique de film, le ballet Roméo et Juliette. Ce sont des commandes à Prokofiev occidental par l'Union soviétique. Et finalement, donc, il va céder en mai 1936. Il s'installe à Moscou avec sa femme et ses 2 fils, donc s'installe définitivement. En 1927, Prokofiev est invité à faire une série de concerts en Union soviétique et il y réalise une tournée de 3 mois. Partout, il est très chaleureusement accueilli et il va tenir pendant ce voyage un journal particulièrement détaillé. Toutes sortes d'idées me passent par la tête. Et si je laissais tomber et que je reste là? Qui sait si je pourrais rentrer, si on me laissera ressortir? Ici, on me propose une série de concerts. Ce qui fait que de toute façon, le voyage en Lettonie n'aurait pas été vain. Non, je vois promener ces idées pas très nobles, et nous nous présentons à la gare. Le train part à 00h30, un froid terrible. C'est agréable de revoir les wagons russes, mais ce sont tous des wagons de 3e, mal éclairés à l'intérieur. C'est seulement loin devant, tout au fond, qu'on voit notre wagon à nous. Un wagon de 2e. La première classe n'existe pas en Russie soviétique. D'ailleurs, il n'y a pas de classe du tout. Les wagons se divisent en wagons durs et wagons mous. Les durs ont gardé la couleur verte de la 3e. Les wagons de première et de 2e ont été peints en jaune et sont appelés mous. À la frontière lettonne, les douaniers nous laissent passer comme ça et nous prenons notre café à l'intérieur de la gare. De nouveau, mes idées me reviennent. Maintenant, c'est le moment ou jamais. Il n'est pas encore trop tard de faire machine arrière. Bon, je veux bien, ce n'est pas très reluisant peut-être, mais enfin quoi? C'est une question presque de vie ou de mort. Il n'a jamais considéré qu'il était dissident. Le mot dissident, probablement, n'était pas utilisé à cette époque, d'ailleurs. Il imaginait qu'il a été faire un tour du monde pour prendre l'air, pour changer de climat, pour être dans des endroits où il serait plus tranquille pour travailler. Et puis finalement, un jour, il s'est aperçu qu'il n'était pas tellement tranquille en Occident pour travailler parce que on lui versait pas une rente pour composer. Donc, il a toujours le centre du monde, c'est lui et son œuvre finalement. Donc, il va en Russie parce qu'il avait quand même un fort sentiment, comme tous les Russes, de la mère patrie, si j'ose dire. Et puis, il y a encore beaucoup de familles là-bas. Donc, il était heureux d'y retrouver. Toutes les nuits, il rêvait de son pays. Il avait un attachement formidable. Je pense beaucoup moins Stravinsky. Beaucoup moins. Et encore, d'ailleurs, les faits ont prouvé que celui qui est rentré, c'est Prokofiev. Et c'est d'ailleurs le seul compositeur à être parti du RSS et à y être revenu de son plein gré. Mais est-ce qu'on peut pas dire aussi que la musique de Prokofiev était plus apte à se couler dans les modèles soviétiques que celle de Stravinsky? Probablement aussi. Donc finalement, quand on a dit à Prokofiev, quand il est revenu, restez ici ou revenez, c'est en pensant que sa musique, qui a été considérée 10 ou 15 ans plutôt comme vraiment un peu insolente, comme dans le modernisme, finalement elle était compatible. Elle était soviéto-compatible. Tandis que pas Stravinsky. Mais est-ce qu'il n'a pas été quand même un petit peu naïf? Il fait ce voyage en 1927, bon, on l'acclame, mais enfin, il se rend bien compte qu'il y a un poids quand même de l'État. Non, mais il a été flatté aussi quand même. Il a été flatté de voir que dans son propre pays, on l'avait pas oublié, qu'on l'admirait, on a tiré le tapis rouge quand même. Mais il s'est pas installé à ce moment-là. Il a fait tous les ans un voyage, et en 1933, d'accord, il est resté après en Russie. Et puis il est revenu en Occident régulièrement, et il semble que le dernier voyage qu'il a fait, je sais plus si c'est 37 ou 38, je crois que c'est 38, quand il a été en Californie, il a failli y rester. Déjà, il avait compris à l'époque que la Russie, c'était peut-être un problème sur le plan de la liberté de création. Mais c'était trop tard parce que, en plus, sa femme était là-bas, ses enfants étaient là-bas, donc il fallait revenir. On
tend vers la réponse qui serait de dire que Prokofiev, rentré en URSS, a fait de la musique simple, facile, néoclassique et donc moins bonne que ce qu'il avait fait auparavant. Laetitia Leguet. Qui, à mon avis, est un discours qui oublie ce que Prokofiev dit lui-même dès les années 20, c'est-à-dire qu'après sa période expérimentale, il a voulu chercher une nouvelle simplicité. Donc, il est certain que, du fait du retour en URSS, il a essayé de toucher un public vaste. Il l'écrit, ça aussi, à de nombreuses reprises. Par exemple, en 1933, il dit « Je veux faire une musique qui puisse toucher le grand nombre ». Et en même temps, il ajoute tout de suite après « Mais une musique qui ne soit pas de la mauvaise musique ». Je pense qu'il a été conscient de la difficulté. Donc effectivement, dans Roméo et Juliette, on a un lyrisme ample, mais on peut pas dire que pour autant c'est de la mauvaise musique. D'ailleurs, c'est une œuvre très célèbre qui touche les foules, donc ça n'est pas de la mauvaise musique. C'est une musique sans doute plus classique, néoclassique, mais dans laquelle on retrouve malgré tout le Prokofiev de toujours. Ça, c'est la même chose dans Guerre et Paix. Si vous voulez, Guerre et Paix, on a dit, oh là là, après le joueur, qu'est-ce que c'est que ça? Une œuvre académique, des chœurs comme chez Moussorgsky, des duos comme chez Tchaïkovski, musique tonale, c'est du mauvais Prokofiev ou c'est du Prokofiev de la fin. Et en fait, non, je pense qu'il réfléchissait à d'autres formes, qu'il a été toujours en perpétuelle évolution et qu'il a cherché à faire dans ces œuvres-là autre chose, et avec toujours ce qui fait sa richesse, c'est-à-dire son jaillissement mélodique. Prokofiev avait tout de même un ressentiment qu'il était en Occident le numéro 2. Les numéros 1 étant Stravinsky si on était moderniste, ou Rachmaninoff si on était traditionnaliste. Mais en aucun cas, on peut dire que Prokofiev a été considéré comme plus important que Stravinsky ou plus joué que Rachmaninoff. Donc il était toujours le numéro 2. Est-ce qu'il a vu à ce moment-là une opportunité de devenir le numéro 1 en Union soviétique, en disant maintenant Shostakovich tombe en disgrâce? Cela peut avoir joué également. Toujours est-il qu'il décide de rentrer au plus mauvais moment. Au moment où il y a les grands procès, au moment où le régime s'occupe de la véritable prise en main des arts. À partir de 1932, il y a le fameux décret 1932 qui réorganise tout avec les unions de peintres, les unions d'écrivains, etc. La musique, on ne s'y intéresse pas tellement, c'est tout de même beaucoup plus mineur, surtout du point de vue de la propagande. Donc ce n'est que en 1936 que le problème musical éclate en quelque sorte avec la condamnation de l'opéra Lady Macbeth de Shostakovich, et que se développent les théories de la musique pour le peuple, le chant de masse, etc. Et donc il rentre vraiment au plus mauvais moment. Il est vraiment tout à fait inconscient de la situation ou aveugle sur lui-même, étant convaincu qu'il deviendra le numéro 1 en Union soviétique. En réalité, c'est un piège. On fait tout pour qu'il rentre, mais dès qu'il est rentré, les portes de la prison se referment. Dire quand même qu'il y a eu une rencontre miraculeuse, c'est la rencontre avec Eisenstein. La collaboration entre eux, c'est quand même un des sommets de la collaboration cinéma et musique. Alors ça commence avec Alexandre Nevsky en 1938, voilà. Et ensuite, en 1946, ce sera Ivan le Terrible. Qui n'a pas été complètement terminé. Mais Alexandre Nevsky, c'est un sommet dans l'œuvre de Prokofiev, toute période confondue, c'est magnifique, mais c'est aussi, et c'est très intéressant la façon dont il a travaillé, Prokofiev le raconte, c'était aussi une démarche très très moderne sur le plan d'utilisation des sonorités. Il n'a pas seulement fait une partition, il a vraiment été très très lié à l'enregistrement des sons, à la déformation des sons, enfin, il a eu une démarche qui peut presque s'apparenter à ce qu'on a fait en France longtemps après, au club d'essai, au studio de musique concrète, ce genre de choses. Il a fait un vrai travail sur le son.
collaboration avec Eisenstein, c'est un grand moment, je pense, pour Prokofiev. Il y a eu des rencontres artistiques comme ça importantes pour lui. Il y a celle avec Meyerhold, qui s'arrête de manière tragique puisque Meyerhold est arrêté en 1939. Donc le metteur en scène de théâtre. Oui, et qui devait faire la mise en scène de Simeon Kotko. Donc là, fin brutale de leur collaboration. Et puis donc Eisenstein, où ça a été une collaboration plus longue avec 2 films et une collaboration sans doute très riche pour les deux. On le sent quand on lit les réflexions d'un cinéaste d'Eisenstein. On sent l'amitié très profonde et l'admiration qu'il a pour Prokofiev, admiration qui devait être tout à fait réciproque. Et alors, ce qui est frappant dans les réflexions d'Eisenstein, réflexions d'un cinéaste, c'est ce qu'il dit sur la rapidité de Prokofiev, la rapidité avec laquelle il arrive à saisir le rythme d'une image. Et donc ils jouaient, tous les deux ils s'amusaient. Tantôt c'était l'un qui commençait par la musique, tantôt c'était l'autre qui commençait par l'image. Et le second prenait le relais. Et il dit voilà, ce qui me frappait, c'était Prokofiev qui martelait sur son fauteuil. En fait, il martelait l'ascension de l'image. Et il arrivait comme ça, le lendemain, à m'apporter une partition qui collait parfaitement à l'image. As you tread wearily onward in the extremities of your fatigue and in the endless loneliness, you will think of home. Et quand il est revenu en Russie, en Union soviétique, il a eu le coup de foudre pour une jeune poétesse, Bira Mendelssohn, qui devait avoir à l'époque 20 ans, ou 25 ans, bon voilà. Donc il a eu le coup de foudre et il a vraiment abandonné sa femme et ses enfants. Alors on peut dire qu'elle était insupportable, mais enfin bon, le fait est. Et finalement, elle a été emmenée dans un camp de concentration en Sibérie. Alors il y a des gens qui disent il n'a rien fait pour l'éviter ou pour la retenir. Il y en a d'autres qui, enfin il y a différentes thèses. Vous voyez, c'est un problème humain très très délicat. Alors j'aimerais parler un petit peu maintenant avec vous d'un sujet que vous avez travaillé plus particulièrement. Et alors je ne sais pas comment on le prononce, la Jdanovщина. Qu'est-ce que c'est exactement la Jdanovщina ? La Jdanovщina, c'est le crépuscule du stalinisme en quelque sorte. C'est le dernier resserrement de vis sous Staline. C'est une période terrible parce que la guerre, en fait, après les purges staliniennes des années 30, la guerre avait apporté une certaine respiration aux artistes parce qu'il fallait mobiliser les énergies et donc Staline avait un peu lâché la bride. Et au lendemain de la guerre froide est dans l'air aussi et Staline veut reprendre en main les choses. Et il va s'attaquer aux artistes dès 1946 avec son sbire, en l'occurrence Jdanov, qui avait été le maître de Leningrad dans l'entre-deux-guerres. Et Jdanov va mettre au pas tout le monde. Donc il va commencer par les écrivains, Akhmatova qui va être qualifiée de petite bourgeoise hystérique, dont les écrits sont érotiques, complaisants. Puis il va y avoir le cinéma aussi. Et Eisenstein, avec qui Prokofiev a collaboré, va être condamné pour la deuxième partie d'Ivan le Terrible. Et il meurt en février 48 et entre-temps, en janvier 48, donc ce sont les musiciens qui sont pris à partie et qui vont être condamnés au premier chef, Prokofiev, Shostakovich, Khachaturian et d'autres. Mais on a du mal à saisir quels sont exactement les arguments de Jdanov, c'est assez flou quand même. Alors, l'argumentaire est essentiellement sociopolitique, avec 2 chefs d'accusation qui sont le formalisme et le cosmopolitisme, qui reviennent partout, sans qu'on sache exactement ce que ça recoupe derrière. Et sur le plan musical, ce qui est certain, c'est que Prokofiev, avec son Histoire d'un homme véritable, qui est son dernier opéra, donne un exemple frappant de l'incertitude dans laquelle devaient être les artistes par rapport à ces diktats, puisque en écoutant cet opéra, on a quand même l'impression d'avoir un opéra qui essaye de satisfaire un peu le régime. Oui, on peut peut-être dire un peu de quoi il parle, quelle est l'histoire de cet opéra très très particulier dans son sujet. Donc c'est un opéra qui part, ça je pense que c'est important, d'un roman d'un prix Staline. Donc de Polevoy qui raconte l'histoire d'un pilote qui a
un accident d'avion, qui est amputé et qui, par la force de son caractère, va réussir à revoler et à pilonner des avions ennemis. Donc là, on est dans le mythe du héros de la guerre. C'est une histoire vraie par ailleurs. C'est une histoire vraie par ailleurs, mais je pense qu'il faut voir qu'en 48, on n'est déjà plus en 45 et ni en 46, et que donc ce roman qui a eu son prix Staline en 46, petit à petit, il y a tout un mouvement aussi en URSS qui va tendre à nier la valeur de l'individu. C'est-à-dire le héros de guerre, qui a pu être exalté un temps, maintenant on ne souhaite pas en parler trop. Les généraux d'ailleurs, on les met au pas. Et donc il est possible que Prokofiev, que l'opéra aussi ait déplu parce que c'était le héros pilote qui était mis en scène et donc qui était trop personnel, trop individuel en fait. Et on le sait assez mal, mais même Roméo et Juliette, et en tout cas Cendrillon, sont des œuvres qui ont été retravaillées, ou plutôt, on pourrait dire retripatouillées par d'autres. Par exemple, Cendrillon n'est pas l'œuvre exacte que Prokofiev a écrite. Et on ne se gênait pas, le régime ne se gênait pas à changer, à la demande des chorégraphes, et à prendre quelqu'un d'autre pour modifier la musique. Donc ces musiques ont été retouchées et modifiées sans l'assentiment du compositeur, mais de toute façon, il n'avait rien à dire. Au fur et à mesure, Prokofiev doit faire de plus en plus de concessions au régime soviétique, à tel point qu'en 1948, il se voit obligé de publier une lettre d'autocritique, même s'il semble que c'est en fait sa femme, Mira Mendelssohn, qui l'aurait rédigée, Prokofiev ne pouvant se résigner totalement à un tel renoncement. La résolution du 10 février 1948 est d'une importance fondamentale. Elle a en effet démontré que le peuple soviétique bannit toute tendance formaliste, parce que le formalisme ruine et abâtardit la musique. Ma musique, il est vrai, se faisait remarquer il y a environ 15 ou 20 ans, parce que des éléments formalistes que j'avais dû contracter en Occident la caractérisaient. Cette présence du formalisme dans certaines de mes œuvres pourrait sans doute s'expliquer par une certaine autosatisfaction d'auteur et par la négligence du fait que notre peuple entend rester étranger à tout formalisme. Il a composé jusqu'à la fin. Oui, bien sûr. Alors, il a composé, je pense qu'à beaucoup de périodes, il s'est fait aider aussi dans la composition. Il avait des assistants qui orchestraient certaines de ses œuvres. C'est-à-dire qu'il indiquait sur une partition, il écrivait une partie, il indiquait en dessous violoncelle, bon bah vous allez me faire les violoncelles, etc. Donc il y a pas le seul à avoir fait ça, mais en tout cas il déléguait un certain nombre de choses. Et de manière assez symptomatique, quelques temps avant de mourir, il va demander à sa seconde femme, Mira Mendelssohn, d'inscrire les derniers opus. Oui. Le catalogue. Le catalogue, alors qu'ils ne sont pas du tout terminés. À peine esquissés. Peut-être même certains pas esquissés du tout. Mais c'était un projet. La fin de la vie de Prokofiev, finalement, c'est peut-être le plus tragique dans l'ensemble de sa carrière. La dernière partie, la partie soviétique, c'est la partie la plus difficile pour lui. Il faut dire une chose, c'est un homme qui n'est pas mort très âgé. Hein. Bon, il avait 62 ans, mais il était très usé déjà. Hein. Quand on voit les photos, il était déjà très très malade. Il a toujours dit j'ai la même maladie que Staline, donc je mourrai comme lui. Et ils meurent le même jour. Et alors c'est drôle parce que Staline est mort le matin. Alors certaines personnes disent que Prokofiev a écouté en fin de journée les informations à la radio et il lui a fait un tel choc et une telle joie en entendant l'annonce de la mort de Staline qu'il a eu une crise cardiaque de joie et qu'il en est mort.
Et on raconte donc qu'il y a eu les grands enterrements de Staline, et que après, quand Prokofiev est mort et qu'on l'a enterré et qu'on lui met des fleurs, il n'y avait plus de fleurs à Moscou parce que tout avait été utilisé par les gens qui enterraient Staline, il n'y avait plus des fleurs artificielles. Et il faut bien dire une chose, que dans la presse internationale, la mort de Prokofiev, il y a eu 3 lignes, parce qu'il y avait Staline, il ne faut pas mourir le même jour que des grands hommes. Par un hasard singulier, dans la semaine même de la mort de Staline, mourait à Moscou le grand compositeur russe Prokofiev. Il avait composé un hymne à Staline que vous entendez en fond sonore en ce moment même. Il n'a été entendu qu'une seule fois en France, et nous ne saurions mieux terminer cette émission qu'en vous le faisant écouter durant quelques instants. Est-ce qu'on peut dire un mot des contes alors de Prokofiev, qui sont assez inattendus, assez amusants, assez originaux aussi? Donc, il y en a une dizaine qu'il a écrit pour beaucoup dans le train, en partant pour le Japon. Et ce qui frappe dans ses récits, c'est ce qu'on retrouve dans sa musique, c'est-à-dire une esthétique de la rapidité, avec par exemple La Tour Vagabonde, qui a été traduite récemment, qui est un récit... moi, je trouve un peu entre Gogol et... Oui, un récit à la Gogol, en fait. La tour Eiffel qui sort de son trou, qui se met à marcher, comme le nez de Gogol se détache du visage. Et ce récit, non seulement n'est pas très long, mais en plus est coupé en courtes séquences. Et il est plein de fantaisie, plein de descriptions amusantes aussi du ravage que fait la tour Eiffel. Avec, alors là, je me suis demandé si c'était une allusion... un clin d'œil au lecteur. Il y a des oranges. Il raconte que la façade d'un immeuble est éventrée par le passage de la tour Eiffel et qu'on voit sur la table et ayant roulé sur le sol des oranges. Clin d'œil au lecteur aussi à travers l'identification qui se fait de soi-même entre le personnage principal, la syriologue, Marcel Vautour. Alors est-ce que Marcel, c'est Marcel Pagnol, Marcel Proust, nom bien français. Et donc c'est un syriologue qui poursuit son idée, son idéal, en dehors de tous les sentiers. Et qui, finalement, n'est pas dans les colloques, continue son chemin en quête de son idée. Voilà, donc ça, il y a du Prokofiev là-dedans, et donc aussi du Prokofiev dans une sorte d'imaginaire mécanique presque, puisqu'il y a des automobiles, il y a des téléphones, de l'électricité. La Tour Eiffel devient une fusée à la fin, puis un avion. Enfin, une sorte d'imaginaire presque de science-fiction pour l'époque, qui reflète toute la fantaisie et le jaillissement créatif de Prokofiev. 19 décembre. Je voulais travailler au livret, mais par mégarde, j'ai commencé à composer la musique. De toute la journée, je n'ai pu m'arracher à la composition et j'ai fait presque la moitié du prologue. 20 décembre. J'ai continué le prologue avec passion et presque tout terminé. En composant, j'étais tellement pris par la scène et par la dimension dramatique de la musique que je n'ai pas eu le temps de m'arrêter pour choisir telle ou telle harmonie, tel ou tel thème. Si je m'étais arrêtée pour choisir avec soin tel ou tel matériel musical, alors il me semble que j'aurais perdu le tourbillon dramatique. Bon, je passe un tout petit peu plus loin. Grand succès avec la suite Cite aussi, mais moins que lors de sa dernière interprétation au Mariinsky. Explication, le public de l'après-midi est constitué de 90% de femmes gantées qui ne peuvent pas faire beaucoup de bruit en applaudissant. Il a marqué évidemment énormément de gens. Vous savez, dernièrement, ce qui m'a surpris, moi, chaque fois que j'entends la musique d'Harry Potter, j'entends la 8e sonate pour piano. Donc voilà, on se dit qu'il y a des gens qui ont été marqués énormément par Prokofiev, par ses thèmes, par la façon dont il écrivait, son orchestration. Une vie, une œuvre, Sergueï Prokofiev aujourd'hui.
avec Claude Samuel, Franz Lemaire, Frédéric Doria-Nicolas, Laetitia Leguet, Philippe Coutin et Déborah Nemtanou. Les textes étaient lus par Alexei Ipatovstev. Mixage Jean-François Néolier. Enregistrement Olivia Bourget, Rémi Fessard et Loïc Frapsos, dans une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 février 2008.